Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les ventes de la Model Y explosent en 2023 aux États-Unis. Maintenant que Volvo vient également d'adopter le NACS, Stellantis y réfléchit. Mazda et Panasonic feront un partenariat pour des batteries lithium-ion et 95 milliards de dollars seront dépensés par la Chine pour promouvoir le transport vert. Novabus fait à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude et va fermer une usine américaine pour tout fabriquer au Canada. Et on parle en grande entrevue avec des propriétaires de Nissan Ariya. Moi, je suis super satisfaite de mon véhicule, puis c'est sûr que je referais le même choix. Je suis même allée très loin chercher mon véhicule. Là, j'ai fait 3 heures de route pour avoir un des premiers modèles. Là. Donc, 100% satisfaite. Là. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 153 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un beau 2 semaines, que vous êtes en forme. On est à l'aube des vacances d'été et évidemment, on doit vous dire que comme toutes les autres années, on est à la 7e année de Silence on roule et c'est toujours comme ça. L'été, on prend un petit mois de vacances, donc on saute 2 épisodes. Donc, il nous reste 2 épisodes, l'épisode d'aujourd'hui et le prochain dans 2 semaines. Ensuite, on fait une petite relâche, puis on vous revient au mois d'août avec des nouveaux épisodes. Donc, faut pas s'en faire, c'est comme ça. On doit prendre un peu de temps pour se ressourcer en famille, se reposer, faire des forces, profiter aussi pour sortir un peu de la maison, là, voyager, puis tout ça. Donc, j'imagine que vous allez comprendre tout ça et nous pardonner, bien entendu. On a un épisode vraiment très intéressant aujourd'hui. On a Sébastien Côté avec une chronique Par où commencer. On a également Stéphane Levert qui va nous parler avec sa chronique Rouler vert. Et en grande entrevue aujourd'hui, on parle avec des propriétaires de la populaire Nissan Ariya. On sait que Nissan a fait ses belles années là, avec la Nissan Leaf, qui maintenant sera remplacé dans les prochaines années par le véhicule Ariya, un véhicule un peu plus gros, très intéressant, des caractéristiques rehaussées. Donc, on avait dans le passé là, plusieurs récriminations à faire au niveau de la technologie qui était dans les Nissan, qui avaient peu évolué, en tout cas moins évolué que les autres marques. Avec l'Ariya, on vient de faire un saut en avant, donc ça fait du bien. On va parler avec des propriétaires qui vont nous dire ce qu'ils apprécient de ce véhicule-là. On a même un des deux qui a une Leaf aussi, donc il peut comparer les 2 modèles. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Alors, si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule, je vous rappelle abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit, ça fait en sorte que vous ne manquerez rien, y compris les épisodes hors série qui sont envoyés à fréquence un petit peu moins frais. C'est un petit peu moins vite, là, donc une fois de temps en temps, il y a des hors série, mais pour les avoir, ils ne sont pas sur le site web, il faut vraiment être abonné, donc abonnement.silenceonroule.com. Et puis profitez-en donc pendant les vacances, vous allez rencontrer des amis, de la famille, des gens qui se magasinent, qui veulent avoir une voiture électrique, qui cherchent de l'information. Dites-leur de venir faire un tour au www.silenceonroule.com. On est une source neutre, je crois, d'informations et on va pouvoir peut-être avoir de nouveaux auditeurs et leur donner la meilleure information possible pour faire le choix le plus judicieux qui répondra à leurs besoins. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre.
Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les données d'enregistrés publiées cette semaine par Experian confirment qu'à la suite de la baisse des prix de Tesla cette année, les ventes du modèle Y ont augmenté de façon phénoménale. Selon la firme citée par Automotive News, les immatriculations de modèle Y ont presque doublé, une hausse de 99% de janvier à avril 2023 par rapport à la même période en 2022. Pendant ce temps, la modèle 3 a pour la même période une hausse de 28%. Comme le souligne le rapport d'Automotive Market Trends d'Experian, pour le premier trimestre de 2023, le modèle Y était le deuxième véhicule le plus vendu après le Ford F-150. Stellantis envisage d'utiliser le port de recharge NACS pour ses propres véhicules, tel que récemment annoncé par Ford, General Motors et Volvo. En effet, les trois compagnies ont annoncé dernièrement leur intention d'installer le port de recharge NACS de Tesla sur leurs véhicules à partir de 2025 avec un accès au réseau de recharge Tesla pour les modèles dès 2024. Conformément à leurs rivaux américains, les dirigeants de Stellantis ont confirmé qu'ils étudient et évaluent eux aussi de passer à cette configuration de Tesla, ce qui fait qu'il ne resterait pas beaucoup de véhicules sur le marché avec le standard CCS actuel. Selon les deux entreprises, le constructeur automobile japonais Mazda Motor et Panasonic Holdings entameront des pourparlers pour mettre en place un partenariat de fourniture de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. Une telle entente est susceptible d'augmenter la production de véhicules électriques de Mazda à la suite d'un programme d'investissement de 1,5 milliard de yens, soit environ 14 milliards de dollars canadiens, dévoilé en novembre dernier pour stimuler l'électrification de leurs véhicules. Dans le cadre de ce partenariat, Panasonic Energy fournirait à Mazda des batteries lithium-ion cylindriques automobiles fabriquées au Japon et en Amérique du Nord qui devraient être déployées dans la seconde moitié de la décennie, ont déclaré les sociétés dans le communiqué de presse. La Chine a dévoilé le 21 juin dernier un programme de 520 milliards de yuans, soit 95 milliards canadiens, visant à stimuler les ventes de véhicules électriques et d'autres voitures vertes au cours des 4 prochaines années, afin de soutenir le ralentissement de la demande automobile et favoriser l'achat des actions des constructeurs automobiles. Le programme, largement entendu alors que le gouvernement chinois s'était préalablement engagé à promouvoir l'industrie, est annoncé au moment où le ralentissement des ventes sur le plus grand marché automobile du monde suscite des inquiétudes concernant l'essoufflement de la croissance économique après un début d'année fort dynamique. Un peu à l'envers de ce qu'on est habitué de voir, Nova Bus du groupe Volvo met fin à sa production d'autobus sur le marché américain. L'entreprise a décidé de fermer son usine de Plattsburgh d'ici 2025. La production en Amérique du Nord se fera dans ses installations canadiennes situées à Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac. Nova Bus poursuivra ses activités canadiennes prospères où elle joue un rôle de chef de file du marché. Mercedes-Benz a développé une nouvelle architecture modulaire et évolutive baptisée Van Electric Architecture, Van.EA, sur laquelle toutes ces nouvelles fourgonnettes seront basées à partir de 2026. La société prévoit réduire ses modèles de fourgonnettes de plus de 50% par rapport à son offre actuelle de moteur à combustion, tout en couvrant pour sa clientèle les mêmes avantages qu'actuellement. La plateforme est composée de 3 modules distincts, l'avant, le centre et l'arrière. Le module avant inclut un groupe motopropulseur électrique et l'essieu avant demeure également identique au modèle actuel de véhicule. Et dans le cadre d'une stratégie optimisée pour des pièces communes, le module central détermine la longueur du véhicule. C'est également là que le boîtier de la batterie sera monté. Des batteries de différentes capacités pourront être installées sur ce boîtier. Les modules arrière sera composé en 2 versions, en fait, avec un moteur électrique pour les modèles à traction intégrale de la Van.EA et un autre sans moteur pour les modèles à traction avant. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. C'est avec joie et plaisir que je retrouve notre collaborateur Sébastien Côté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bien le bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Martin.
on est déjà, pour la plupart d'entre nous en tout cas, à l'aube des vacances. Et qui dit vacances dit déplacement. Souvent, on prend nos vacances au Québec, aux États-Unis. Pour les chanceux, on va outre-mer, mais en tout cas, pour les autres, en tout cas, on se déplace. Puis si on a une voiture électrique, on va faire des plus grands déplacements, généralement, que nos habitudes quotidiennes pour aller travailler. Et puis, qui dit grand déplacement avec une voiture électrique, dit un petit peu de planification. C'est ce que j'aimerais qu'on parle ensemble. Donc, parle-nous un peu de ce que c'est, parce que certains grands électromobilistes d'expérience vont dire c'est facile à cette heure, il y a des bornes partout, mais il y en a d'autres qui viennent d'acheter leur auto puis qui sont encore un peu craintifs, ils ne savent pas par quel bout prendre ça. Comment on doit aborder le fait de faire des longs déplacements avec une voiture électrique? Oui, bien, je vois ça comme deux grands exercices, principaux exercices à faire avant d'entreprendre un voyage. Ça va être, un, de connaître votre véhicule, et de deux, de bien planifier le trajet, qui va inclure les arrêts et les recharges et compagnie. OK. Je t'arrête tout de suite. Quand tu dis connaître le véhicule, je le sais que j'ai une Chevrolet Bolt ou je le sais que j'ai une Ioniq 5. J'imagine que tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire, connaître son véhicule. Ça veut dire quoi, ça? Oui, c'est sûr que si votre véhicule, vous l'avez depuis plus longtemps, bien, vous le connaissez. Mais je le fais aussi avec un billet vers les gens qui sont nouveaux propriétaires aussi, qui connaissent peut-être pas tous les détails, qui veulent déjà entreprendre un grand voyage dès le lendemain de la livraison du véhicule, exemple. Donc, c'est sûr que si vous roulez depuis quelques semaines déjà, bien, vous connaissez votre véhicule principalement dans le quotidien. Donc, des comportements qui sont réguliers, vous savez à peu près votre consommation, votre autonomie, mais il faudrait approfondir un peu plus votre expérience sur un trajet un peu plus long. Donc, vous pourriez le faire dans différentes aussi conditions météo. On va donner lors d'une grande pluie, lors de grands vents, aller vers le nord pour avoir des montées et des descentes, voir le comportement de l'auto, l'impact que ça peut avoir. Sur l'autonomie principalement. Oui, principalement. Puis à ce moment-là, ça vous permet, là, avec les différents outils, je vais revenir là-dessus plus tard, mais d'ajuster peut-être des valeurs là, de consommation de base que l'application va vous donner. Donc, ça se peut que s'il vente fort avec un vent de face, ben, je consomme plus, donc je fasse moins loin. Ça se peut que si la chaussée est très glissante parce que c'est mouillé, j'ai un peu moins d'autonomie. Ça se peut que s'il fait très chaud et que j'ai une voiture dont la thermorégulation de batterie n'est pas optimale, ben, que ça soit un peu plus long de charger aux bornes rapides. C'est tous des trucs que si on ne sait pas avant de partir, ben ça va marcher pareil notre voyage, mais on va avoir un petit peu plus de gymnastique à faire pour coordonner le tout. Là, on va peut-être être plus longtemps en recharge ou y aller plus souvent. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des tests un peu plus loin. Là, c'est sûr c'est pas obligatoire, mais ça pourrait être intéressant de le faire là, dans des conditions le plus près de votre voyage que vous planifiez. Vous prévoyez voyager à 4 à bord, avec plein de bagages jusqu'au la voiture bouchon. est plus lourde, hein? Il y a un toulé sur le toit, un rack à vélo. Exact. Donc, faire ces tests-là vont vous permettre de voir, hey, c'est vrai, quand je mets le rack à vélo ou quand que je transporte tant de poids de plus, j'ai un 5 %, j'ai un 20 % de consommation de plus. Donc, ça vous permet de mieux évaluer ce qui pourrait arriver lors de votre voyage. Puis quand on sait qu'une voiture électrique, c'est plus économique en ville, puis c'est plus énergivore sur la grande route, contrairement à une auto à essence. Ben, quand on fait de la longue route parce qu'on va en voyage, on est souvent sur des grandes routes, donc on va avoir un ratio d'autoroute souvent qui est un peu plus grand, ou en tout cas aux routes secondaires, routes où on roule aux alentours de 100 km/h, mais on sait que la consommation à 120 km/h, à 100 puis à 80, c'est pas du tout la même. Là. Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est vérifié dans vos calculs ou dans vos vérifications, en plus du support à vélo ou des choses comme ça. Vérifiez votre auto se comporte à quelle sorte de consommation, peut-être autour de 100 km/h, autour de 120 km/h. Ça va vous permettre de voir si ça a un bon impact lors d'un voyage. Se dire, il faudrait que je me rende à la prochaine, donc peut-être que je serais mieux de rouler à 100 pendant 20 km. Donc, on joue un peu là-dessus. C'est tout ça a pour but vraiment de connaître votre véhicule pour voir si vous pouvez vous le permettre. Des débordements dans le quotidien, on peut en faire assez régulièrement parce qu'on a cours. Sur des grands voyages, il faut vraiment voir c'est quoi le but de notre voyage. Puis je sais, tu as dit qu'il y avait 2 grands thèmes, connaître sa voiture puis bien planifier. Puis tu sais, évidemment, connaître sa voiture, ça aide à compenser le fait que quand on ne sait pas où sont les bornes, au quotidien, on sait qu'on n'a pas besoin de se charger ou on connaît les bornes près de chez nous. Mais quand on va dans une autre région, on part du Québec puis on va faire un tour en Nouvelle-Angleterre, par exemple, puis on n'est pas trop sûr sont où les bornes. Ben, si tu ne sais pas dans combien de kilomètres est la prochaine borne, tu es aussi bien de connaître l'autonomie de ton véhicule puis de savoir jusqu'où tu peux aller avant de te recharger parce que tu ne peux pas compter nécessairement
sur le fait qu'il va y avoir 2, 3, 4, tu fais Montréal-Québec par l'autoroute 20, il y a des bornes à peu près à tous les 15-20 km. C'est pas trop inquiétant. Tu le sais que tu vas... Même si tu as mal planifié ton affaire, il y a une borne, tu as un plan de repli, mais quand tu es dans une région que tu connais pas, qui plus est un pays ou un État américain qui est un peu moins bien nanti en borne, de bien connaître son véhicule pour s'assurer qu'on est capable de faire du point A au point B devient un peu plus crucial. Parle-nous maintenant, Sébastien, de la planification. Donc, on connaît notre véhicule, mais il y a des petits trucs qu'il faut qu'on regarde avant de se lancer là-dedans. Oui, on avait parlé dans une chronique précédente un peu comment localiser des bornes et compagnie aussi. Bon, avec ces mêmes applications, que je n'aimerais peut-être pas nécessairement, là, mais on a des applications ou même sur le web. Vous pouvez le faire même dans le confort de votre salon. Vous pouvez planifier des trajets. Donc, il y a des outils dans certaines applications qui existent. Il y a des applications qui ne servent qu'à ça, à planifier des trajets. Donc, vous pourriez commencer par votre première ébauche de trajet. À ce moment-là, vous pourrez aussi rentrer différents critères. La version de votre véhicule, la période du voyage pour avoir les données météo, entrer manuellement certains critères, indiquer que vous avez une remorque, puis il y en a une panoplie de critères si on veut pousser ça un peu plus loin. Donc aussi, dans votre voyage, ce que vous devez peut-être vous poser comme question, peut-être de cibler des réseaux de recharge adaptés à votre véhicule. Lors justement d'un kiosque virtuel qu'on a fait, il y a des gens qui ont dit ce réseau-là est un petit peu plus fiable, donc j'ai visé ce réseau-là. Je sais qu'il est bien, on est bien garni sur cette route-là, donc à ce moment-là, on peut cibler un peu aussi dans l'application. Ça fait partie de, quand on dit planifier, c'est de se renseigner un peu sur où sont les bornes, de quel réseau sont ces bornes-là? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour utiliser les bornes de ce réseau-là? C'est peut-être des bornes qui nécessitent un abonnement, c'est peut-être des bornes qui nécessitent certains trucs avec lesquels on n'est pas habitué. Il y a d'ailleurs sur le site web de l'AVEQ une section sur les réseaux de bornes qui explique très bien comment fonctionnent les bornes du Québec, de l'Ontario, des autres provinces et même des États-Unis. Mais c'est important de bien regarder ça. Une fois qu'on sait sont où ces bornes-là et on sait qu'on va avoir à arrêter, planifier, c'est aussi peut-être... profiter pour identifier où est-ce qu'on va arrêter de manger, puis en profiter pour charger pendant qu'on mange, pour ne pas perdre de temps à se charger. Ça fait-tu partie du plan de match? Ça fait partie du plan de match, justement, pour pas que, tu sais, dans des événements de l'AVEQ, comme j'ai parlé dans une autre chronique, on a des fois des questions, dire ouais, mais là, moi, d'être obligé d'arrêter 25 minutes, ça fait pas partie de mon voyage. Donc, il faut, autant que possible, on veut regarder pour cibler les recharges en même temps qu'on va faire nos pauses habituelles. Il y en a Tout le monde doit arrêter à un moment donné. Donc, si on cible un arrêt en même temps qu'un repas, une pause pipi ou même un dodo, parce qu'on sépare le voyage en 2 jours, donc on va recharger la nuit. Donc, si on peut cibler ces choses-là, donc l'arrêt de recharge vous paraîtra complètement invisible à ce moment-là. Et tu parles de la nuit, Sébastien. On l'a toujours dit, le meilleur moment pour charger une voiture, c'est quand on n'attend pas après. Puis normalement, on dort à peu près 8 heures par nuit. Donc, il y a un 8 heures où on n'attend pas après notre auto, on est en train de dormir. L'idéal, c'est de pouvoir se charger là. La planification devrait également impliquer, autant que faire se peut, si c'est pas possible partout, mais quand on peut, de faire notre arrêt pour la nuit dans un hôtel ou un camping ou peu importe, un endroit où on va être capable de charger notre auto pour repartir le lendemain matin, la voiture bien pleine. Oui, effectivement. C'est sûr que quand on est en déplacement, on va justement peut-être jouer des filtres dans l'application pour avoir les bornes rapides. Mais lorsqu'on va arriver proche des destinations ou quand on veut planifier un arrêt, que ce soit pour la nuit, comme tu as dit, Martin, ou même lors de la visite d'un parc ou d'un musée, une journée complète, on pourrait cibler des bornes de niveau 2 qui soit directement au parc, directement à l'hôtel, ou même peut-être à la bibliothèque qui est voisine, au centre d'achat qui est voisin. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment la recharge la plus efficace lors de votre déplacement. Oui. Tu parles de planification, Sébastien, puis planifier, c'est de regarder sur notre chemin où on s'en va, sont où les bornes, pour on a planifié d'arrêter à tel endroit. Mais il arrive quoi si j'arrive à l'endroit en question, puis la borne est hors d'usage, ou encore il y a des voitures qui se chargent et d'autres qui attendent pour se charger? Donc, ça se peut que notre plan ne fonctionne pas, même si on l'a planifié. On fait quoi? C'est toujours bon d'avoir une idée en tête d'un plan B. Le plan B va être de dire, à ce moment-là, je sais qu'avec une application, je suis capable de voir que la borne à telle place a été défectueuse dans la semaine qui précédait. Donc, je suis peut-être mieux d'arrêter une borne avant ou une borne après. OK, on a de l'information à savoir que la borne est souvent défectueuse, par exemple, ou elle était défectueuse il y a quelques jours. On peut
user de prudence et se dire, il y a des risques qu'elle soit encore défectueuse, donc je vais forcer d'aller ailleurs que cette borne-là pour mettre les chances de mon bord. Mais mettons que le choix qu'on fait, même en prenant toutes nos informations, quand on arrive, elle a été brisée là, 20 minutes avant qu'on arrive. Là. On fait quoi? C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à la dernière goutte d'électricité, si on va dire. Ce n'est pas une bonne expression, mais au dernier électron dans la batterie. Justement, de ne pas arriver, de planifier nos arrêts. Écoutez, donnez-vous du jeu. Pas arrêter à 10% ou à 5% une borne, donc toujours penser que vous pouvez aller ailleurs. Sachez qu'au Québec, on est garni en borne, pas à peu près, mais à l'extérieur, des fois, il faut penser à ces plans. Oui, je pense que la planification dont tu parles est toujours importante, mais elle est d'autant plus importante lorsqu'on quitte le Québec, que ce soit vers l'Est, l'Ouest ou le Sud. Finalement, Sébastien, pour conclure, donc si on connaît bien notre voiture puis qu'on planifie correctement préalablement notre voyage, ça ne devrait pas être très compliqué. Non, effectivement. Puis, il suffit d'en faire un premier pour après ça, tellement l'apprécier, veut dire on recommence l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Puis, écoutez, si vous voulez entendre parler d'un vrai beau voyage en électrique, dans notre épisode 143 en février, on a Patrick Nadeau qui a fait l'aller-retour au Mexique en auto électrique. Là. Je peux-tu vous dire que il ne se l'est pas donné facile. Là. Puis écoutez l'épisode 143, vous allez voir, ça a somme toute très bien été. Fait que je pense que pour la plupart des gens qui vont faire des vacances, que ce soit en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis cet été, là, ça ne devrait pas être un gros problème. Sébastien, quelqu'un qui vient d'écouter cette chronique-là puis qui aurait des questions à te poser, comment on peut te rejoindre? Sébastien.côté à silenceonroule.com. Ah ouais, t'as hésité, mais c'est ça ton... Oui, merci bien. Merci beaucoup de ta présence, Sébastien. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Bonjour, simplement pour vous rappeler que le podcast Silence on roule fera relâche pendant l'été. En effet, après avoir mis en onde l'épisode 154 le 14 juillet prochain, je prendrai un mois de vacances et nous vous reviendrons avec l'épisode 155 le 18 août. D'ici là, passez du temps en famille, reposez-vous et bonnes vacances. Dans le monde des voitures électriques, tout le monde connaît super bien Nissan. Écoutez, c'est l'une des premières marques de véhicules à avoir commercialisé un véhicule grand public dans l'électrique, la Nissan Leaf, en 2010 aux États-Unis, 2011 au Canada. Donc, c'est une marque qui a été longtemps au sommet du palmarès des voitures électriques les plus vendues. Très populaire, versatile, aimé des électromobilistes. Au fil des années, Nissan a fait face à une compétition qui est arrivée avec des nouvelles technologies, des trucs qui ont sans cesse évolué et poussé. Et là, on se demandait ce qu'allait faire Nissan et si Nissan allait continuer à regarder les autres marques prendre le devant du peloton de la sorte. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, Nissan est arrivé avec la Ariya, un tout nouveau modèle qui... évidemment, fait vraiment classe à part si on la compare avec la première génération ou les premières générations de véhicules Nissan. Et pour en parler, quoi de mieux que des propriétaires de cette magnifique voiture? Alors, j'ai avec moi deux propriétaires. Premièrement, Cynthia Desaulniers. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Donc, toi, tu as une Ariya. Est-ce que c'est ton premier véhicule électrique? Oui, c'est mon premier véhicule électrique. Et tu l'as depuis combien de temps? Un peu plus de 3 mois.
Un peu plus de 3 mois. Donc, tu l'as eu, mettons, il faisait encore un peu froid. Ouais, il y avait encore des températures plus froides, mais on n'était pas dans le creux de l'hiver, mettons. Effectivement. Et on a également un autre propriétaire, Éric Gauthier. Bonjour, Éric. Bonjour, bonjour. Et toi, tu as aussi une Aria depuis combien de temps? Exactement, le 28 février dernier. À peu près dans le même temps. Donc, 28 février, oui. Vers la fin de l'hiver. Et toi, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Non, c'est ma deuxième. Et l'autre, c'était? C'est toujours, parce que je l'ai déjà, je l'ai encore. C'est une Nissan Leaf 2019. Ah, excellent. Donc, on a un propriétaire de véhicule Nissan, le premier modèle, la Leaf, et le nouveau modèle, l'Aria. Donc, on pourra faire des comparatifs si vous le voulez bien au fil de l'entrevue. Ça va être intéressant. Bon, premièrement, quand on s'achète une voiture électrique, on magasine, il y a certaines caractéristiques ou je dirais des choses qui pour nous est important quand on magasine une voiture. Cynthia, qu'est-ce qui t'a amené à envisager et à te diriger vers la Aria? Donc, moi, mon premier critère, c'était de pouvoir entrer mes 3 enfants. Donc, là, pas négligeable comme critère, hein? Ouais, j'ai 3 enfants en banc d'auto, donc ça, c'était vraiment problématique là, d'aller dans le 100% électrique. J'ai fait des recherches, mais c'était pas évident parce que les véhicules étaient pas disponibles. Donc, finalement, j'ai posé mon choix sur l'Aria et ça rentre les 3. Donc, ça, c'est sûr que c'était le critère de base. Et mon deuxième critère, c'était sûr d'avoir une bonne autonomie. Donc, moi, j'ai la grosse batterie, là, Venture Plus, avec 490 km, ça commence à être intéressant. Là. Excellent. Et toi, Éric, tu avais déjà une Nissan Leaf, tu connaissais bien les produits Nissan. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'acheter une autre voiture Nissan, mais cette fois-là, la Aria? Premièrement, je me suis référé beaucoup avec la Nissan Leaf que j'ai acheté en janvier 2020. Moi, je fais beaucoup de kilométrage, donc je suis déjà rendu à 140 000 km avec la Nissan Leaf. Ça me prenait quelque chose de fiable. Et avec le même équipement que j'avais dans la Leaf. Vu que je fais beaucoup de routes, je vais avoir vraiment un véhicule qui avait les mêmes caractéristiques, au moins de base, que la Nissan Leaf SL, plus que j'avais. Donc, l'Aria, puis aussi, j'avais un RAV4 2014 que j'ai échangé pour l'Aria. Donc, je voulais avoir un véhicule qui avait la même grosseur, un peu, du RAV4. Donc, ça n'a pas été un choix difficile à faire que j'y allais vers l'Aria, vu la satisfaction de la Leaf que j'avais. Ben exactement. Quand on a un véhicule qui correspond déjà en grande partie à nos besoins, ben quand la même marque nous sort un véhicule qui est encore plus adapté en termes de taille et tout ça, ben c'est sûr que c'est tentant de continuer avec ce modèle-là. Tu nous parles de taille, on va justement parler des caractéristiques physiques du véhicule comme tel. Donc, c'est un véhicule qui est plus gros que ce qu'était la Leaf, plus gros que bien d'autres modèles aussi. Puis par gros, là, je parle pas en termes nécessairement de motorisation ou de batterie, mais je parle physiquement en termes de logeabilité. C'est un véhicule qui est super intéressant. J'aimerais vous entendre sur cet aspect-là. Cynthia, tu me dis, j'ai 3 enfants avec des bancs d'auto qu'il faut qu'ils soient capables de rentrer en arrière. Moi, comme je vous ai dit avant l'entrevue, j'ai eu 3 Leaf, en fait. Et j'avais aussi 3 enfants, 2 qui étaient en banc d'auto, puis une troisième plus grande, pas en banc d'auto. C'était serré, mais ça rentrait. Mais l'Aria, j'aurais eu vraiment plus de place. Est-ce que l'aspect du volume intérieur du véhicule et de la valise sont des critères qui ont été importants pour toi, Cynthia, dans le choix du véhicule? Oui, c'est sûr que je voulais quelque chose de logeable quand on part pour une fin de semaine, tout ça. Donc, avec des jeunes enfants, on est toujours les bras chargés, là, même pour faire l'épicerie, pour le Costco, tout ça. Donc, c'est important d'avoir un bel espace. Donc, ma valise est super satisfaisante à ce niveau-là. C'est sûr qu'elle est quand même effilée, donc plutôt profilée, la valise. Donc, ça me fait perdre un peu en hauteur, mais la profondeur de la valise est très, très intéressante là, pour loger le plus de choses possible. Et au niveau du dégagement des jambes, là, autant à l'arrière qu'à l'avant, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup d'espace, on est très confortable. Éric, j'imagine... On sait que la Leaf est quand même intéressante en termes de volume de valise si on la compare avec bien d'autres véhicules électriques sur le marché. Tu as la Leaf, tu as aussi la Aria. Comment tu compares les deux en termes de volume?
C'est certain que l'ARIA est beaucoup plus logeable. Si moindrement, avec une maison, moindrement que tu veux aller chercher de la marchandise pour faire des travaux autour de la maison, t'as pas de problème d'espace, là. Tu baisses tes 2 sièges arrière, puis ça te donne un plancher plat, plein de grandeur. Tu peux en mettre assez haut, tu peux en mettre assez profond. Donc, pour un propriétaire de maison, c'est numéro 1. Cynthia, tantôt, nous a dit qu'elle avait la Venture Plus, donc c'est parce qu'il y a plusieurs déclinaisons, on va en parler dans quelques instants. Donc, c'est le modèle avec la batterie de 87 kWh avec traction arrière, si je ne me trompe pas. Hein? C'est une traction avant, pardon. Avant. C'est une traction avant, oui. C'est-à-dire que c'est pas la traction intégrale, c'est la traction avant. Toi, quel modèle tu as, Éric? Moi, c'est la Evolve Plus. Donc, traction avant aussi. Puis, très bonne autonomie. Là, donc, toi aussi, c'est la grande batterie qui est dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, essentiellement, c'est dans les deux cas, là, vous avez la même grosseur de batterie et de puissance de moteur. Là, donc, c'est pas sur ces éléments-là qui est la différence entre les deux modèles de voiture. Côté finition, donc je dirais les sièges, la finition, là, ce qui est plastique, les boutons, les tableaux de bord. Évidemment, si vous comparez avec d'autres modèles de voitures, peut-être que vous connaissez ou que vous avez eu. Je vais commencer avec toi, Cynthia. Comment tu définirais la qualité de la finition de l'intérieur du véhicule? Moi, j'aime beaucoup le type de revêtement sur les sièges. Je sais pas c'est quoi en tant que tel, là, mais c'est pas du cuir, c'est pas du tissu comme on est habitué de voir, puis j'ai l'impression que ça va plus protéger contre les dégâts qu'on peut avoir avec une famille. Puis le tableau de bord, je le trouve luxueux. Il fait vraiment un effet moderne, agréable et pratique aussi. Donc, moi, j'adore beaucoup la finition intérieure et les couleurs foncées. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ça dans un véhicule. Je trouve que ça fait un effet plus recherché que des couleurs pâles. Donc, les bas de plancher, les sièges sont gris foncé, là. Donc, c'est très beau. Et même le soir, les petites lumières, là, ça fait une ambiance. Il y a comme les lumières de bas de porte qui allument, là. C'est très joli. Même question, Éric, puis peut-être en ajoutant une comparaison, si tu compares la finition de ce véhicule-là avec celle de ta Leaf. Ah, c'est certain que là, on est dans une autre gamme, là, en comparant la Leaf. C'est sûr que Leaf versus le Evolve Plus, c'est à peu près le même équipement au niveau électrique, là. C'était un de mes critères, là. J'avais regardé pour la Venture en premier. Oui, c'est bon, elle avait une bonne autonomie, une très bonne autonomie, mais avec un peu moins d'équipement. Donc, moi, un de mes critères, c'était d'avoir le même équipement que dans la Leaf. Puis là, je suis servi à soi, là. Et même un peu plus, parce que là, on tombe la technologie a évolué beaucoup. Donc, au niveau du tableau de bord, au niveau de... Tout est là, dans le fond, là. L'éclairage, l'ambiance, puis aussi la sonorité de l'habitacle. Avec tous les caoutchoucs des portes qui font que c'est vraiment, vraiment... On n'entend pas la route, vraiment pas, là. Mais aussi, je pense que les vitres étaient... dans les vitres, c'est quelque chose d'insonorisant là, pour aider justement au bruit de la route. Si on regarde, donc toi, tu as dit que tu avais la Evolve Plus. Oui. Éric, donc si on regarde ce qui vient avec, là, donc ce qui est compris dans l'équipement du modèle de la Evolve Plus, tu me diras si je me trompe, mais tu as le chargeur de téléphone qui est sans fil, donc une plaque à induction pour charger ton cellulaire. Est-ce que tu as l'affichage tête haute? Je pense que tu as l'affichage tête haute dedans, ça se peut-tu? Affichage tête haute. On a aussi le toit ouvrant pleine grandeur, là, avec toit panoramique. Puis après ça, siège chauffant arrière. Oui, puis les sièges sont ajustables, 8 réglages sur les sièges. Tu as le haillon qui est électrique aussi? Oui, absolument. Les sièges, je dirais que les sièges avant aussi, là, du côté de la Leaf, j'avais juste le siège de gauche qui était électrique. Là, c'est le siège passager du côté avant aussi qui est électrique. Donc, c'est l'avantage. Et dans ton modèle, la Evolve Plus, si je ne me trompe pas, tu as également la chaîne audio qui est ces Bose haut de gamme 10 haut-parleurs? Absolument. Absolument. C'est comme je vous dis, c'est quasiment presque pareil à ce qu'il y a dans la Leaf. OK. Excellent. Si on parle, c'est quelque chose, ça, dans plusieurs véhicules électriques, les gens comparent cet aspect-là parce que c'est pas toujours réussi.
Si on parle du système d'infodivertissement, donc tout ce qui est l'écran, je ne parle pas des boutons mécaniques, là, mais vraiment l'écran tactile avec le GPS ou Apple CarPlay qui va s'afficher là, aller chercher des fonctionnalités dans les menus puis les réglages. Comment fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile d'accès, de s'y retrouver puis de paramétrer ou de régler certaines fonctionnalités du véhicule? Cynthia, est-ce que tu trouves que c'est bien fait, bien réussi? Ben moi, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai un véhicule aussi avancé en technologie, là, parce que celui que je possédais avant, il y avait déjà 11 ans. Donc là, c'est une adaptation quand même pour moi. Ouais. Je trouve que ça va quand même bien, mais j'ai eu quelques bugs. Et là, je ne sais pas si c'est dû à moi ou à la voiture. Mais en général, les menus sont quand même faciles d'accès. C'est juste qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, je cherche où je m'en vais, là. Donc, c'est peut-être un peu moi, là, mais sont quand même faciles à retrouver. Puis j'aime beaucoup le CarPlay que j'avais jamais utilisé avant, là. C'est assez intéressant pour pouvoir justement mettre le GPS ou répondre à nos textos, tout ça, c'est très pratique. Oui, puis accéder à toutes les données qu'on a dans notre téléphone, nos contacts, nos cartes, nos trajets qu'on a déjà mis, c'est bien pratique. Éric, comment tu qualifierais ça si on le compare avec le système qui est peut-être plus connu qu'on a dans les livres depuis plusieurs années? Est-ce que c'est une bonne amélioration ou c'est semblable? C'est semblable. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et c'est sûr qu'il y a eu des nouveautés comme moi, j'ai aussi Sirius. Donc là, Sirius est beaucoup plus avancé de ce système-là que la Leaf. Ça se ressemble passablement. Donc, mais on joue beaucoup avec l'écran aussi au niveau devant nos yeux, avec le volant. Les fonctions sont sensiblement les mêmes. Il y a des choses qui se sont ajoutées, il y a des choses qui se sont retirées. Donc, je crois que Nissan s'est ajusté aussi là, au fil des ans pour nous donner une nouvelle belle technologie là, qui est vraiment appréciée. Là. Vraiment, ouais, moi, qui est ramenée leur système. Au goût du jour. Écoutez, si on parle de Nissan, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce, on ne peut pas en parler sans parler de ce qu'ils devaient améliorer et qu'ils ont, je pense, réussi à améliorer quand même, mais qui était tout ce qui touche le système de batterie autour de ce véhicule-là. Donc, on sait que Nissan était longtemps à peu près l'un des seuls modèles de véhicules à proposer des véhicules sur le marché qui n'étaient pas thermorégulés. Ça faisait en sorte qu'on avait des batteries qui étaient peut-être un peu plus sujettes soit à la surchauffe ou encore à la dégradation précoce. Et surtout pour les derniers modèles, pour les protéger, on devait faire en sorte de limiter les caractéristiques de recharge. Donc, on se ramassait avec des performances de recharge rapide qui étaient en deçà, je dirais, des standards du marché, surtout des modèles de véhicules asiatiques comme les modèles coréens, par exemple, qui nous arrivaient avec des capacités de recharge vraiment plus rapides. Et là, c'est ce que tout le monde demandait à Nissan, d'améliorer le système de batterie. Puis là, ils sont arrivés avec un nouveau système. Donc ça, là-dessus, je vais poser directement la question à Éric parce que je veux que tu puisses nous dire un peu ce que tu as remarqué comme différence. Donc là, Nissan nous annonce vraiment des belles performances de recharge. On n'est plus dans le, mettons, 80-90 kW au gros maximum. Là, on parle vraiment d'être capable de recharger le véhicule en haut de 100 kW, puis tout ça. Tes expériences jusqu'à date, est-ce que tu vois une belle amélioration du système de batterie puis de recharge de Nissan? Là, je sais que moi, j'ai découvert dans le système aussi qu'on peut faire réchauffer la batterie avant de pouvoir charger. Donc, la batterie est comme prête à recevoir une charge rapide. Mais par contre, de mon côté, j'ai peut-être chargé une fois dans une borne rapide. Honnêtement, j'ai pas eu l'expérience. J'ai pas eu assez de fois où j'ai utilisé la charge rapide pour vous répondre clairement, mais déjà, la charge à la maison, c'est déjà plus rapide, là, avec, je pense, c'est 7,4 kWh, quelque chose de genre. Oui, c'est ça. Oui, le système de recharge en courant alternatif que sur le véhicule est peut-être un petit peu plus rapide, là, c'est possible. Ouais. Toi, Cynthia, de ton côté, est-ce que tu as utilisé des bornes rapides avec ton véhicule? Non, pas encore. Pas encore. Écoute, il faut falloir que tu le fasses. Oui, j'ai un petit stress. Honnêtement, je ne sais pas trop. Là. On dirait que c'est nouveau pour moi. Hein, et que là, il va falloir que je l'expérimente bientôt. Écoute, c'est pas plus stressant que de se recharger à la maison. En fait, le câble est plus gros, mais
ce qui se passe, c'est la même chose, mais avec plus de courant, tout simplement. Selon les spécifications du manufacturier, le chargeur embarqué, donc le chargeur quand on charge en courant alternatif à la maison, le chargeur niveau 2 qu'il y a dans le véhicule, c'est 7,2 kW. Et le port de recharge rapide peut prendre jusqu'à 130 kW. Donc, c'est ce qui est mentionné par Nissan. Les modèles historiques de Nissan Leaf le chargeaient autour de 40 kW. Puis dans les dernières versions, donc dans la version, la Leaf Plus, la E+, qui a été livrée dans les dernières années, on pouvait aller légèrement en bas de 100 kW, donc à peu près 80-90 kW, pas trop longtemps, mais vu que la batterie n'était pas thermorégulée, rapidement, elle venait chaude, puis le véhicule, pour se protéger, baisse la puissance, demande à la borne de baisser la puissance, donc la recharge devient plus lente, et c'est ce que les gens reprochaient, c'est-à-dire qu'on nous annonce qu'on peut se charger à 100, mais en réalité, on charge à 80-90 une couple de minutes, puis tout le reste du temps en bas de 50. Maintenant que le véhicule a des batteries thermorégulées, on nous annonce 130. On devrait être capable d'aller chercher pas loin de 130 et ce, sur une durée de recharge pas mal plus longue, ce qui fait que ça va donner des expériences de recharge aux bornes rapides qui vont être beaucoup plus satisfaisantes dans le sens où ça va prendre beaucoup moins de temps pour charger le véhicule, en principe. Donc là, il va falloir cet été que vous alliez prendre des grandes rides avec vos autos et que vous essayiez ça. Pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Écoutez, si on parle des caractéristiques du véhicule, puis là, je vais me concentrer sur les deux modèles dont on parle aujourd'hui, donc la Evolve Plus et la Venture Plus, si je ne me trompe pas. Donc, dans les deux cas, c'est des véhicules qui ont une batterie de 87 kWh, donc à 87 kWh et un moteur de 178 kW. Ça nous donne finalement 238 chevaux et 221 livres-pieds de couple sur le véhicule. On a des performances. Dans le cas du Venture Plus, on nous annonce 490 km. Dans le cas du Evolve Plus, 465 km. Donc, le véhicule a un petit peu plus de gadgets et de poids, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'autonomie pour la même grosseur de batterie. Cette autonomie-là, il commence à faire... On a eu quand même des belles températures là, où les batteries sont dans leur plage optimale de fonctionnement. On sait qu'ils ont toujours un peu moins d'autonomie l'hiver, mais quand on se rapproche du 20-25 degrés dehors, on se rapproche de l'autonomie optimale de notre véhicule. Est-ce que vous avez remarqué ce que l'autonomie annoncée, est-ce que vous étiez pas loin de ça? Cynthia, toi, le 490 qui est annoncé, elle avait quoi? Tu fais quoi réalistement là, par beau temps avec ton véhicule? Oui, c'est réaliste. Dans le fond, moi, au début, quand je l'avais là, au mois de mars, je faisais du 24 kWh. Donc, l'odomètre total affiché, c'était plus dans les 350 environ, 300-350. Puis là, plus que la température s'est réchauffée, j'ai descendu à 16 kWh. Là, je suis à peu près à 12 kWh. Donc, j'ai eu affiché 490, même 500 à un moment donné. Donc, c'est possible. Là. C'est sûr que moi, je descends pas en bas de 20%. Donc, c'est pas... j'ai pas roulé 500 km, mais c'est quand même assez réaliste. Assez réaliste, toi. La même chose pour toi, Éric? Oui, moi, c'est certain que je fais beaucoup de kilométrage par jour. Aller-retour, je fais à peu près 140 km. Donc, je roule plus, je fais beaucoup plus d'autoroute. Donc, je roule à peu près en moyenne à 21 kW, 22 kW. Et quand, disons que je reviens à la maison, puis je fais juste des routes de campagne où je vais plus mollo, là, j'ai le plus que j'ai pris, c'est 511 km d'autonomie. Donc, en roulant en bas de 100, c'est la clé aussi, là. Donc, ça, c'est sûr que si tu roules moins vite, tu vas consommer moins de kilowattheures au 100, donc tu vas améliorer ton bilan, puis le chiffre affiché à ta recharge suivante va être un peu plus haut, c'est bien certain. Donc puis ça, on le sait que les premières Nissan Leaf, là, de 2010 à 2015, ce qu'on appelait le guessometer, le chiffre, l'autonomie estimée par le véhicule était très surestimée par Nissan. Et après ça, dans les nouvelles versions des véhicules, ils ont été un peu plus modestes. Là. Ils ont ajusté pour que ça donne un chiffre qui est un peu plus près de la réalité. Puis je suis bien heureux de voir que maintenant, dans cette nouvelle voiture-là, le chiffre qui est annoncé est un chiffre qui est réalisable. Donc, on peut espérer, dans des bonnes conditions, faire pas trop loin de ce qui est l'autonomie annoncée. On sait que souvent, c'était ça qui rebutait un peu les nouveaux consommateurs qui disaient ils nous annoncent des autos qui ont
200 km d'autonomie, mais on a de la misère à faire plus que 120. Ça fait quand même une grosse différence entre la réalité et ce qui est annoncé, mais là, vous semblez faire très proche, ce qui est une bonne nouvelle. Écoutez, le temps file, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça fait nécessairement pas tellement longtemps que vous avez le véhicule, mais vous l'avez depuis quelques mois, vous roulez avec, vous l'avez vu partant un peu plus froid, là, partant un peu plus chaud. Si je vous demandais, en date d'aujourd'hui, à tout de moins, votre satisfaction globale face au véhicule, puis est-ce que c'est à refaire, est-ce que vous referiez le même choix? Je vais commencer par toi, Cynthia. Moi, je suis super satisfaite de mon véhicule, puis c'est sûr que je referais le même choix. Je suis même allée très loin chercher mon véhicule. Là. J'ai fait 3 heures de route pour avoir un des premiers modèles. Là. Donc, 100% satisfaite. Là. Toi, Eric? Moi, avec le nombre de kilomètres que je fais là, actuellement, là, ça fait à peu près plus que 3 mois. Là, je suis rendu à 11 000 kilomètres de fait. Et je ne retournerai pas en arrière. Là. C'est certain, là, très satisfait. J'ai rien à dire. Ben, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y a déjà des fois que on fait le choix, puis on les essaye, puis ça. Pendant le court essai où on a le véhicule, tout semble parfait. Puis une fois qu'on l'a, puis qu'on voit un peu les forces, les faiblesses du véhicule, ben on déchante un peu. Dernier point, puis je vous laisse après ça. Tout n'est pas parfait dans la vie. Il y a toujours des points. Tu sais, je veux dire, on parle depuis tantôt là, des beaux côtés du véhicule, mais il y a sûrement des points faibles. Si je vous demandais d'identifier un point faible de ce véhicule-là, ça serait quoi selon vous, Cynthia? Mais moi, c'est sûr que j'ai le modèle pas équipé, donc ça peut être un désavantage parce que il y a un équipement que j'ai pas, que je pense que personne n'a, là, les tapis, les vitres teintées, les bancs chauffants. C'est sûr que ça serait peut-être un inconvénient, mais moi, vu que la grosseur de la batterie était plus importante que ça, ben j'ai laissé tomber. Mais je sais que pour certains gens qui ont toujours eu des bancs chauffants, ben ça passe pas à ce niveau-là. Ouais, OK. Donc dans le modèle que toi tu as, qui a moins d'équipement, le fait que certains équipements, entre guillemets, considérés comme de base, comme les bancs chauffants, ben c'est pas intéressant qu'il n'ait pas été inclus dans cette mouture-là. Toi, Eric, tu as un modèle plus équipé quand même, mais peut-être même au-delà de l'équipement, ça serait quoi le point faible du véhicule? Ben là, c'est certain que quand j'ai choisi l'Evolve Plus versus le Venture, il y avait aussi le prix qui rentrait en ligne de compte parce que l'équipement, il y avait toujours un prix. Donc, mais c'est certain que si on se compare un peu avec la compétition, je dirais que le prix est un désavantage, mais sur le long terme, je pense que mine de rien, on va rentrer dans le prix. On va passer à travers, puis avec la satisfaction que j'ai actuellement, j'ai aucun regret là, par rapport au prix, là, mais c'est certain que un des désavantages, c'était le prix. Évidemment, là, c'est tiré du site de Nissan Canada en date d'aujourd'hui, mais pour vous donner une idée aux auditeurs, la Evolve Plus, là, j'y vais vraiment avec les modèles dont on a parlé, donc le modèle Evolve Plus, qui est le modèle que tu as, toi, Eric, sur le site de Nissan Canada, en date d'aujourd'hui, on l'annonce à partir de 64 998 $. Et le modèle Venture Plus qu'a Cynthia, c'est écrit à partir de 59 498 $. Donc, il y a quoi? Il y a peut-être 5 000 $ de différence, un petit peu plus, 5 500 $ de différence entre les deux versions. Donc, on voit là, que l'équipement, le surplus que tu as, ben, il y a quand même un prix qui vient avec parce que le reste, c'est le même moteur, c'est la même batterie. Donc, c'est vraiment juste au niveau de l'équipement que ça se joue. Là. C'est ça, exactement. Ben, Cynthia et Eric, je vous remercie beaucoup pour les informations que vous nous avez données aujourd'hui. J'espère que ça va éclairer un peu nos auditeurs sur les beaux côtés de cette voiture-là, qui est envisagée. Je le dis, je le répète, on a mis beaucoup dans les, peut-être il y a 5, 6, 7, 8 ans, on a mis beaucoup de focus sur Nissan, on en parlait beaucoup. Plein de nouveaux modèles avec plein de features plus intéressants sont sortis. On s'est comme tourné la tête de Nissan. On a arrêté de regarder ce que fait Nissan. Ils arrivent avec la Ariya, qui est un modèle super intéressant dont on entend, je pense, un peu pas assez parler. Il faut la mettre un peu plus d'avant. Donc, j'incite les auditeurs à prendre le temps de s'arrêter, de regarder ce véhicule-là et de l'ajouter dans leur liste de véhicules à considérer. Plein de fonctionnalités hyper intéressantes, un format intéressant et évidemment une version vraiment améliorée. Là, c'est pas
une version plus grosse physiquement de la Leaf. C'est vraiment une autre voiture. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à cette voiture-là. Donc, Éric Gauthier, Cynthia Desaulniers, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que ça va bien. Mon sujet de ma chronique pour aujourd'hui, bien c'est le NACS, encore le sujet de l'heure. Je dis sujet de l'heure parce que depuis l'épisode 151 que j'ai participé, qu'on traitait de l'entente historique entre Ford et Tesla pour qu'ils puissent adopter prochainement le standard NACS, bien il y a GM, Rivian, Volvo qui ont aussi monté dans le train. Stellantis et Hyundai sont en réflexion et ça, c'est sans compter tous les manufacturiers de bornes rapides là, qui ont aussi annoncé là, qu'ils allaient prochainement intégrer le pistolet NACS. Donc aujourd'hui, je ne vais pas retraiter des mêmes aspects qu'on a déjà traités lors de l'enregistrement de l'épisode. Par contre, je vais en contrepartie me concentrer sur un aspect spécifique très précis qui est l'envers de la médaille, là, quelles sont les implications pour les propriétaires qui conduisent actuellement des voitures Tesla. Donc, juste avant d'aller plus loin, il y a une mise au point qu'il faut faire pour bien comprendre ce que c'est en fait le standard NACS qui a été présenté par Tesla. Donc, on va essayer de faire ça de façon le plus simple à comprendre pour les auditeurs. Le NACS, c'est grosso modo le pistolet et le port Tesla qu'on est habitué de voir. Donc, le petit port compact, pratique, qui permet d'avoir autant la recharge niveau 1 que niveau 2. Mais derrière l'utilisation de ce port-là, c'est quand même le protocole de communication CCS qui va être utilisé. Donc, je dis protocole CCS parce que CCS, c'est réellement un protocole, en fait. Et on utilisait de façon commune dans la communauté des véhicules électriques que le CCS était le pistolet, mais c'est pas exactement ça. Le CCS était bel et bien le protocole et le pistolet, c'était le SAE combo. Donc, ce que ça implique pour les manufacturiers qui ont annoncé l'adoption prochaine du standard NACS, c'est l'accès au réseau de supercharger, mais pas dans son entièreté. Dans toutes les annonces que vous auriez vues passer, donc que ce soit celles de Ford, de GM, etc., et celles qui s'en viennent, qui seront faites dans le futur, vous allez toujours remarquer que le nombre d'accès aux bornes supercharger qui est annoncé, c'est 12 000 environ. Bien, 12 000 pour le territoire des États-Unis, ce que ça représente, c'est le nombre de bornes supercharger version 3. Donc, V3 qu'on appelle dans le domaine, c'est les nouvelles générations de bornes qui supportent jusqu'à 250 kW actuellement.
c'est grosso modo les bornes qui sont déployées depuis environ 2022, et surtout ici sur le territoire du Québec. Les versions 2 précédentes, donc celles qui étaient déployées avant, eux supportent jusqu'à 150 kW. Il y a aussi les Urban Charger qu'on appelle, qui eux sont 72 kW. Donc pour ceux qui s'imaginaient que tous les sites de Supercharger auront bientôt des véhicules non Tesla qui vont pouvoir aller se recharger à ces bornes-là, bien, détrompez-vous, c'est pas vrai. C'est pas exactement la réalité qu'on va devoir faire face. Juste pour vous donner une idée, au Québec, dans le Grand Montréal, donc dans Montréal et la région immédiate, pour vous donner une idée, ceux qui sont V3 actuellement, ben, on parle du site de Boisbriand, de Saint-Jérôme et de Lachenay qui vient tout juste d'être ouvert. Sur l'île de Montréal, ou très proche, c'est toutes des versions 2. Donc, Pointe-Claire, Côte-Vertu, celui au centre-ville de Montréal. Il y a Laval, Mascouche et celui du 10-30 qui sont aussi d'ancienne génération, donc de V2 ou de Urban, comme j'expliquais tantôt. Donc, il ne faut pas se projeter dans un avenir où que tous les sites Tesla vont devenir ouverts à tout le monde. Il y en a certains, du moins dans la technologie de laquelle les bornes ont été déployées et qui sont utilisées actuellement. Certains sites vont rester exclusifs aux voitures Tesla. Pour ceux qui sont plus des utilisateurs du réseau actuel, qui sont plus vers l'Est, donc soit entre Québec et Montréal, actuellement les V3, on parle de Saint-Liboire, Saint-Louis-de-Blanford, Berthier sur la 40, et les trois qui ont été déployés depuis 2 ans dans la ville de Québec. Des versions 2, donc qui resteront exclusifs aux voitures Tesla, on parle de Drummond, le Madrid, Lévis et Amachiche sur la 40 aussi. Et l'autre aspect que je voulais aborder pour les gens qui conduisent actuellement une voiture Tesla avec l'adoption massive du standard NACS, ce sont les manufacturiers de bornes rapides qui ne sont pas des superchargers Tesla qui vont adopter prochainement le standard NACS. Donc, comme j'ai dit plus tôt, dans la documentation technique que Tesla ont dévoilée lorsqu'ils ont sorti ou rendu public le standard NACS, c'était bel et bien le protocole CCS qui est prévu d'être utilisé. Donc, si les manufacturiers de bornes suivent cette directive-là ou cette norme-là et qui décident de ne pas supporter le protocole maison de Tesla, ou si Tesla ne les laisse pas ou n'est pas collaboratif dans cette lignée-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui conduisent des voitures Tesla actuellement qui ne sont pas compatibles avec le protocole CCS? Donc, on sait depuis plusieurs mois, les voitures Tesla sortent de la ligne d'assemblage et sont compatibles avec le protocole CCS, donc avec l'usage d'un adaptateur. Il est possible de recharger avec un pistolet SAE combo avec le protocole CCS sur nos voitures. Les voitures d'avant, donc des modèles 3, des modèles S, des modèles X, actuellement, l'option qu'on a, c'est de pouvoir faire un rétrofit du module qui contrôle les protocoles de recharge pour pouvoir rendre la voiture compatible. Donc là, quand Tesla est arrivé avec le standard NACS, que les manufacturiers commencent à l'adopter, il y a beaucoup de gens qui pensaient que demain matin, ça ne vaut plus la peine de faire l'upgrade ou le rétrofit de ma voiture pour la rendre compatible CCS. Si c'est la compréhension que j'en ai faite de la documentation technique et qu'il n'y a pas d'annonce autre que ça, que les manufacturiers vont aussi supporter le protocole legacy, mettons, ou maison de Tesla, ça pourrait vouloir dire que justement, il va falloir faire quand même ce rétrofit-là, même si on n'utilise pas un adaptateur CCS pour pouvoir recharger avec l'ancien pistolet, mais plutôt même avec le nouveau pistolet qui va être le standard NACS. Donc, j'espère que ma chronique vous aura aidé à clarifier quelques points qui avaient été moins discutés ces dernières semaines avec le sujet du NACS qui est en train d'être adopté par l'ensemble de l'industrie. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route des vacances. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques.
Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Il faut bien connaître les règles d'éthique lorsqu'on vend une borne de recharge rapide. Et je répète, borne rapide. Ça ne s'adresse pas à une borne niveau 2. Mais à une borne rapide, normalement, on reste à proximité de sa voiture. On est là pour une courte période de temps qui va varier de 10 à 40 minutes typiquement. Et pendant ce temps, bien évidemment, on peut aller chercher quelque chose au dépanneur, on peut aller faire quelques courses, mais il faut bien garder en tête qu'on devra repartir et laisser la place à un autre électromobiliste dans très peu de temps. Donc, c'est un peu comme à une station-service. On va pas faire le plein de sa voiture avec de l'essence et laisser la voiture là et quitter pour des heures. Donc, normalement, à une borne rapide, on attend soit dans la voiture, soit dans un commerce à proximité et une bonne règle veut qu'on puisse mettre sur notre tableau de bord de la voiture ou dans notre pare-brise un message qui indique qu'on sera de retour dans 5, 10 ou 15 minutes de façon à ce que le prochain sache à quoi s'en tenir. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarquera à La Prairie. C'est le 15 juillet de 10h à 16h au parc Lucie F. Roussel, 1300 Chemin Saint-Jean à La Prairie. Ensuite, c'est la grande tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 22 au 31 juillet. L'AVEC sera en déplacement partout au Lac-Saint-Jean. Suivez toute l'information sur le site web de l'association. Il y aura ensuite l'AVEC qui se rechargera à l'épreuve électrique de Québec. C'est à l'Université Laval, stationnement du pavillon Louis-Jacques Cazot au 1055 Avenue du Séminaire à Québec. Donc le 5 août de 10h à 17h. L'AVEC se rechargera ensuite au rendez-vous électrisant des Jardins de Saint-Casimir. C'est le 12 août de 10h à 17h. C'est au stationnement de la Caisse populaire des Jardins au 300 boulevard de la Montagne à Saint-Casimir. L'AVEC se recharge à la Family Fête de l'Épiphanie. C'est le 19 août de 10h à 16h au stationnement Loisirs Sport de la Naudière au 331 rang du Bas-Lachigan à l'Épiphanie. Le relais électrique débarquera ensuite à Place Longueuil le 26 août de 10h à 16h. Donc, c'est à la Place Longueuil, coin Joliette et Saint-Charles, à Longueuil, bien évidemment. Et le relais électrique se rechargera à Saint-Jérôme au rendez-vous Saint-Jérôme branché. C'est à la Place des Festivités, 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. C'est du 3 au 4 septembre 2023. Et finalement, avec le club, le grand souper branché de Saint-Jérôme aura lieu le 3 septembre de 17h à 21h. C'est sur la rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Suivez tous les détails et les informations sur le site web de l'association. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Cynthia Desaulniers, Éric Gauthier, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Cubex Équipement, Fils Électrique Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être envoyées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le site de l'association au www.aveq.ca.
silenceonroule.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Et finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.